c'est bon, tu m'entends? Là, moi, je t'entends 5 sur 5. Ok. Donc, Johan, est-ce que tu peux te présenter un peu? Oui, donc Johan Lemoigne, je suis maître de conférence en études américaines à l'Université d'Angers et je travaille depuis maintenant une dizaine d'années sur des problématiques liées à la question raciale aux États-Unis. Donc j'ai essentiellement travaillé sur la question des rivalités entre gangs, gangs africains, américains et latinos dans la ville de Compton, dans la banlieue de Los Angeles. J'ai travaillé aussi sur des problématiques liées à la concurrence politique entre minorités. Et donc voilà, donc rivalité entre minorités ethno-raciales. Et depuis maintenant quelques temps, je m'intéresse aussi à la question du racisme en général, pas seulement en relation interminorités, mais le racisme en tant que système, les relations entre les populations racisées et la majorité blanche. Donc voilà, globalement. Parfait, parfait. Donc, ma première question, est-ce que donc le décès de George Floyd, est-ce que violence raciale ou bavure policière? Alors, il faudrait revenir précisément sur ce qu'on entend par bavure. En France, on a tendance à considérer qu'une bavure, c'est quelque chose qui arrive comme ça, un peu par hasard, qui relève un peu d'une erreur d'un membre isolé des forces de l'ordre. Quand on s'intéresse à l'histoire états-unienne et quand on s'intéresse à l'actualité, on se rend compte quand même que c'est tous un acte isolé, c'est-à-dire que c'est plus qu'une simple bavure. Il y a une histoire de violence policière aux États-Unis, une histoire de violence raciale globalement, mais qui se manifeste en particulier lors de rencontres entre des populations non blanches, donc noires, latinos, asiatiques et même beaucoup aussi amérindiennes, et les forces de l'ordre. Donc, si on s'intéresse aux chiffres, par exemple, même s'il n'y a pas de chiffres officiels sur la question des violences policières, parce que, comme on y reviendra peut-être après, mais il n'y a pas de, comme en France par exemple, il n'y a pas de ministère de l'Intérieur. La police, c'est pas une institution nationale aux États-Unis, c'est une institution essentiellement locale. Mais bref, il y a des associations, des organisations qui font le travail, des chercheurs aussi qui font le travail de compilation des violences policières. Et on estime globalement qu'il y a 1000 personnes qui sont tuées par la police chaque année aux États-Unis et que entre un quart et un tiers des personnes tuées par la police sont noires. Alors même que les noirs représentent seulement 13% pardon, de la population. Donc il y a une surreprésentation très nette des noirs et globalement des non-blancs parmi les personnes tuées par la police. Et si on veut aller un peu plus loin sur les chiffres, le risque pour un homme noir d'être tué par la police, si on le compare à un homme blanc, il est environ 3,5 fois supérieur. C'est-à-dire qu'un homme noir a 3,5 fois de plus de risque d'être tué par la police qu'un homme blanc. Il y a d'autres études qui ont été menées il y a quelques années et qui montraient que, par exemple, les adolescents noirs, donc quand on ajoute la dimension de l'âge, le critère de l'âge, les adolescents noirs ont 21 fois plus susceptibles d'être tués par la police que les adolescents blancs. Et si on descend encore plus à une échelle locale plutôt qu'à l'échelle nationale, dans certaines régions des États-Unis, et là je pense à la ville sur laquelle j'ai le plus travaillé, la ville de Los Angeles, il y a une organisation locale qui a compilé toutes les morts, toutes les personnes tuées par la police entre 2007 et 2014 dans le comté de Los Angeles. Et là on se rend compte que 82% des victimes étaient noires et ou latinos. Donc voilà, il y a un ensemble de facteurs qui font qu'on ne peut plus parler de bavure policière, c'est plus des cas, des faits individuels, ça devient, lorsqu'on multiplie des cas individuels, ça devient un pattern en anglais, c'est-à-dire voilà, un système, un fonctionnement qui se répète et qui se répète, un motif qui se répète et qui se répète constamment. Et alors, sans peut-être trop développer tout de suite, mais il faut aussi remettre ça en perspective
en s'intéressant au rôle de la police, à la fonction historique de la police aux États-Unis, qui est, et d'ailleurs dans la plupart des pays occidentaux, qui a une fonction de contrôle des populations, alors des populations pauvres, et de fait des populations racisées, puisque la corrélation entre pauvreté et entre classe et race est extrêmement forte, pour maintenir l'ordre racial et l'ordre social établi. Donc voilà, il y a dans la fonction même de la police l'idée que les populations noires et latino aux États-Unis essentiellement doivent être contrôlées de façon plus intense, plus stricte, plus ferme, parce qu'elles représentent potentiellement un danger pour la société. Donc tout ça fait que voilà, on ne peut pas parler dans ce cas précis d'une simple bavure policière. Ça s'inscrit dans un système de domination, voire d'oppression raciale qui existe depuis plusieurs siècles aux États-Unis. Parfait, super, super intéressant. Et ma deuxième question, dans le fond, tu as répondu en partie, c'est pourquoi la question afro-américaine revient si souvent aux États-Unis, plus que les autres, on va dire que les autres groupes. Je te poserai la question, peut-être que c'est parce que les Afro-Américains sont là depuis longtemps, mais je te laisserai répondre à cette question-là. Pourquoi c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient pratiquement souvent, enfin tout le temps aux États-Unis? Ouais, tu as proposé une partie de l'explication, c'est-à-dire que les États-Unis se sont littéralement construits sur ce qu'on appelle deux péchés originels, c'est-à-dire d'une part le génocide des Amérindiens et l'esclavage. C'est-à-dire que l'économie américaine, en particulier dans le Sud, est devenue florissante en grande partie, grâce au travail gratuit des esclaves. Et donc, à la base, à la création de la création de la nation américaine se fait en grande partie sur la mise en esclavage, la servitude des Africains américains. Donc ça fait très longtemps que cette population est sur le territoire américain depuis le XVIe siècle, même si à l'époque c'était pas encore les États-Unis. Et donc il y a toute une histoire des racines extrêmement riche de domination, mais également de résistance à cette domination, à cette oppression. Et donc, si on compare, par exemple, avec des populations arrivées plus récemment aux États-Unis, un groupe asiatique ou des groupes arabes ou musulmans ou voilà, qui sont arrivés plus récemment et qui subissent également un racisme important, notamment de la part des forces de l'ordre. Il n'y a pas encore il n'y a pas cette riche histoire et il n'y a pas ce degré d'organisation à l'échelle de la communauté qui fait que voilà, on peut s'organiser de façon aussi efficace à l'échelle de la communauté. Mais alors, et pourquoi la communauté, la question afro-américaine ou africaine-américaine revient si souvent? C'est aussi simplement parce que la question des inégalités raciales n'est absolument pas réglée. On a des inégalités dans tous les domaines de la vie sociale qui frappent particulièrement les Africains-américains, dans l'accès à l'emploi, dans le niveau de revenu, dans le niveau d'éducation, dans l'accès au logement, en particulier l'accès à la propriété, et évidemment dans l'accès, évidemment dans les relations avec la police et la justice. Et donc, même s'il y a eu des progrès réalisés dans les années 60 grâce au mouvement pour les droits civiques, qui ont permis quand même certaines avancées politiques et juridiques, il y a toujours des inégalités extrêmement importantes entre Africains-Américains et Blancs. On pourrait décliner ça en analysant toutes les communautés, mais toutes les populations, tous les groupes, toutes les catégories ethno-raciales. Mais en tout cas, c'est frappant en ce qui concerne les Noirs et les Blancs. J'ai juste, en réfléchissant à ces questions-là, j'ai compilé quelques chiffres qui sont extrêmement parlants. Par exemple, aujourd'hui, aux États-Unis, 40% des enfants noirs vivent sous le seuil de pauvreté, contre moins de 15% pour l'enfant blanc. Le taux de chômage, il est près de 2 fois supérieur. Le taux de chômage des Africains-Américains, il est près de 2 fois supérieur à celui des Blancs, y compris parmi les diplômés. Et seulement 45% des Noirs qui sont propriétaires de leur logement contre 70% des Blancs.
Et ça, c'est la conséquence directe des discriminations légales qui ont empêché pendant des décennies les familles noires d'accéder au crédit et à la propriété, donc d'accumuler du capital. Et ça explique en grande partie pourquoi aujourd'hui encore la famille médiane noire ne possède que 8% du patrimoine de la famille médiane blanche. Si on revient à des choses plus récentes, la crise des subprimes autour de 2008 a touché les foyers africains-américains dans des proportions bien plus importantes que les foyers blancs. Et ça a encore une fois largement contribué à accroître les disparités raciales dans ce domaine. Des disparités d'ailleurs que la présidence Obama n'a pas permis de réduire. Obama lui-même, les médias en ont fait. Voilà, c'est de fait le premier président africain-américain de l'histoire. Ils en ont fait un peu le champion de la lutte contre le racisme et le symbole même qu'on aurait éventuellement dépassé la question raciale aux États-Unis. Absolument pas. Obama s'est jamais présenté lui-même comme le président des Africains-américains. Il s'est présenté tout de suite comme le président de l'ensemble des Américains dans une perspective colorblind, c'est-à-dire indifférente à la couleur. Et donc sa présidence n'a pas permis de réduire les inégalités raciales, tout simplement parce qu'il n'a pas focalisé sa politique sur une réduction de ces inégalités-là. Et donc, par exemple, entre 2008 et 2016, donc pendant la durée des 2 mandats d'Obama, le revenu médian des Noirs a chuté de presque 11% pour atteindre, et là le chiffre est, voilà, leur revenu médian est de 33 500 $ par an, alors que celui des Blancs, il n'a chuté que de 3,6% pour atteindre 58 000 $. Donc là encore, on a des disparités en termes de revenus qui sont extrêmement importantes. Et juste un dernier chiffre sur ces questions-là, mais il y a un chiffre qui est particulièrement éloquent, qui montre que le patrimoine médian des femmes blanches célibataires en 2015, il s'élevait à plus de 41 000 $, quand celui des femmes noires célibataires ne dépassait pas 100 $. Là, on a des disparités monstres entre individus noirs et blancs, et en particulier entre femmes célibataires noires et blanches. Donc voilà, donc il y a plein de domaines, il y a plein d'études qui sortent constamment. Il y a, par exemple, du Economic Policy Institute qui montre que les disparités entre les Africains-Américains et les Blancs ne se sont pas réduites entre 1968 et 2018 dans les domaines de l'accès à la propriété, de l'emploi et de l'incarcération. Et si on parle d'incarcération, juste pour conclure, les Africains-Américains, ils représentent aujourd'hui 40% des détenus du pays. Donc il y a plus d'1 million de Noirs dans les prisons américaines. Et on estime qu'un homme noir sur 3 a été, est ou sera incarcéré au cours de sa vie. C'est 1 sur 6 pour les Latinos et 1 sur 17 pour les Blancs. Donc voilà, il y a un ensemble de choses qui font que la question noire, si je puis dire, voilà, n'est pas résolue. Il y a des inégalités qui perdurent, qui sont le fruit d'une histoire pluriséculaire et qui sont encore loin d'être réglées, et ça continuera tant que ce niveau d'inégalité-là ne sera pas réduit. Parfait, super, merci beaucoup. Je vais juste rebondir sur une petite chose. Est-ce qu'on dit afro-américain ou africain-américain? Ça n'a aucune différence? Ouais, ça, dans le petit monde des études américaines en France, on commence à prendre l'habitude de parler d'Africains-Américains parce que à la fois les catégories officielles du recensement aux États-Unis parlent d'African American et que la plupart des Noirs eux-mêmes aux États-Unis parlent d'African American ou de Black. Donc moi j'emploie African Americans ou j'emploie américains ou noirs pour parler de ces populations-là. Afro-American, ça renvoie à une époque un peu plus ancienne où on parlait également parfois de Negroes, entre guillemets. Donc là, c'est des termes qui renvoient à une époque où on pouvait se permettre d'employer des termes péjoratifs pour qualifier la population noire. Mais voilà, afro-américain en France, ça reste parfaitement accepté également. Donc c'est juste un choix pour correspondre un petit peu à ce qui se dit aux États-Unis. Parfait, super. Toi, en tant que géopolitologue, dans le fond, quel rôle jouent les territoires dans la question raciale, puis principalement dans la question africain-américaine, pour les Africains-américains? Ouais. Alors pour le coup, la question des violences policières ici, ça offre un éclairage extrêmement intéressant de l'importance du territoire et en particulier de l'importance du localisme aux États-Unis.
Et ça, c'est assez difficile à comprendre pour nous, Français, peut-être un peu moins au Canada. Mais en tout cas, voilà, les États-Unis, c'est un État fédéral avec un degré d'autonomie politique extrêmement important à l'échelle des États. Et encore plus, et également à l'intérieur des États, à l'échelle des comtés et des municipalités, beaucoup plus qu'en France. En France, on a un État extrêmement centralisé, avec des décisions qui sont prises à Paris, et le reste du territoire exécute, si je schématise, si je schématise à outrance. Mais aux États-Unis, la plupart des décisions politiques sont prises à l'échelle locale, et quand on s'intéresse à la question des violences politiques en particulier, le local est extrêmement important parce que, contrairement à la France, où il y a une nationale, aux États-Unis, il y a 10 départements. Et la police s'organise et est gérée à l'échelle des municipalités essentiellement. Donc la question du territoire, de la structuration et de la division politique du territoire, elle est absolument fondamentale. On parle de plus en plus de réforme de la police aux États-Unis. Clairement, il ne peut pas y avoir de réforme à l'échelle nationale, puisqu'il n'y a pas de police nationale. Donc il faut que ces mobilisations qui sont en train de naître un peu partout aux États-Unis, elles aient un ancrage local, puisque c'est par le local que passeront les changements en termes d'organisation de la police. Les chefs de la police dans les villes américaines sont nommés par les conseils municipaux. Le chef des Sheriff's Department, les départements du shérif, qui représentent la police à l'échelle du comté, eux, ils sont élus. Les juges, les procureurs sont également élus dans la plupart des cas. Donc, si on veut changer quelque chose à l'échelle, changer quelque chose dans le fonctionnement de la police et de la justice, il faut absolument en passer par l'échelon local, des mobilisations sur le terrain à l'échelon local, plutôt que par des mobilisations théoriques à l'échelle nationale qui resteraient abstraites parce que l'échelon national, dans ce domaine-là, n'a pas grand-chose. Et donc ça concerne également l'éducation, parce que l'éducation est gérée au niveau des États pour ce qui est du financement, mais au niveau local pour ce qui est du recrutement, pour ce qui est des programmes, pour ce qui est de la maintenance des écoles, etc. Donc voilà, l'échelon local est absolument fondamental et la plupart des inégalités, en tout cas une grande partie des inégalités qu'on observe aujourd'hui entre blancs et non blancs, pour dire les choses schématiquement, elles sont le fruit également de spécificité d'un fonctionnement politique qui privilégie le local sur le national. Par exemple, la question je reviens sur la question des écoles. Aux États-Unis, les écoles sont financées par les impôts locaux, et par les impôts sur comment est-ce qu'on dit ça en français, sur l'impôt sur la propriété. Donc, en fonction du prix de la valeur de ton bien immobilier, tu payes une taxe locale plus ou moins importante. Et ces taxes-là, ces impôts locaux vont directement dans les caisses de ce qu'on appelle les school districts, des districts scolaires, qui utilisent l'argent ensuite pour le fonctionnement quotidien des écoles. Donc, dans des villes où il y a une assiette fiscale, c'est-à-dire des revenus fiscaux importants, parce que parce que les biens immobiliers ont une valeur plus importante, parce que les gens sont plus riches, etc. Les écoles sont parfaitement bien. Les écoles ont énormément d'argent, ont des classes neuves, du matériel super récent, etc. Dans les villes beaucoup plus pauvres, qui sont pour beaucoup majoritairement africaines-américaines, latino, etc., mais aussi blanches, mais en tout cas les Africains-américains sont surreprésentés parmi les résidents des villes pauvres. Et ben là, on n'a pas ces recettes fiscales pour financer comme il se doit, comme il se devrait les écoles. Donc voilà, encore une fois, l'échelon local est super important et on a des disparités extrêmement importantes entre villes riches d'un côté et villes pauvres de l'autre.
Donc là, ça c'est un exemple dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la police, de la justice. Le territoire, la division politique du territoire, la fragmentation politique du territoire, c'est extrêmement important pour comprendre les dynamiques en cours et les moyens de réduire ces inégalités-là. Est-ce que, par exemple, on a plus de chances, un Africain américain a plus de chances de se faire, je ne sais pas, contrôler ou malheureusement de se faire tuer, par exemple, s'il est à Chicago, qu'il est à, je ne sais pas, à Boston ou à San Francisco? Est-ce qu'il y a une corrélation ou pas vraiment? Alors, là, il faudrait trouver des études là-dessus. Je pense que ça doit exister, mais ce serait intéressant de voir si en fonction de la ville, et notamment de la couleur politique des élus, il y a une doctrine du maintien de l'ordre qui affecterait de fait différemment les populations noires. Ce serait intéressant de s'y intéresser, de se pencher là-dessus. Globalement, si vous êtes noir, vous avez plus de chances de vous faire contrôler que si vous êtes blanc, et ça partout dans le pays. Même dans les villes les plus progressistes, considérées comme les plus progressistes, comme San Francisco ou New York. Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il y a plusieurs études récentes qui ont montré que à New York, les contrôles aux faciès étaient monnaie courante, et que les Noirs, je ne sais plus le taux exact, étaient contrôlés dans des proportions largement supérieures aux Blancs, alors même que c'est New York. Et New York, c'est considéré quand même comme une ville relativement progressiste. Mais la police reste la police en tant qu'institution. Et même si elles sont soumises en grande partie à ce que leur demandent de faire les responsables politiques, puisque, encore une fois, le chef de la police est nommé par le conseil municipal. Dans une grande ville comme New York, le maire de Bill de Blasio, par exemple, voilà, il est un peu hésitant à transformer sa police. Là, il vient de voter, il vient de se déclarer favorable à une diminution du budget, mais il a longtemps été hésitant à transformer véritablement la doctrine de maintien de l'ordre, parce qu'il subit à la fois des pressions de la part des polices qui sont extrêmement puissants, et en particulier pour le NYPD, qui est la police la plus nombreuse, la plus puissante et également des électeurs. Il sait très bien que il peut pas prendre des mesures trop radicales s'il souhaite être réélu. Donc, sur ta question initiale, ouais, il faudrait voir si quand on est noir à Chicago, est-ce que c'est la même chose que quand on est noir, ou même dans le sud, est-ce que c'est la même chose que quand on est noir dans l'Oklahoma, par exemple? J'ai pas les données en tête, mais en tout cas, globalement, la police en tant qu'institution, même si tous les policiers à l'échelle individuelle n'ont pas nécessairement une haine viscérale à l'encontre des Noirs, par exemple, le fonctionnement institutionnel de ces agences de police-là font que quand on est noir, globalement, et qu'on rencontre la police, on a beaucoup plus de chances d'être contrôlé, beaucoup plus de chances de subir des violences, et beaucoup plus de chances d'être, en fin de compte, tué, de risque plutôt d'être tué par la police que quand on est blanc. Parfait, merci beaucoup. Au passage, ici aussi au Canada, les polices dépendent aussi des municipalités. Bon, c'est pas la même chose, heureusement, mais autre question, le mouvement Black Lives Matter, est-ce qu'il fait consensus au sein de la communauté africaine-américaine? On a vu des posts, est-ce que c'est des posts Facebook, est-ce que c'est des fakes ou pas? Donc, est-ce que le mouvement fait consensus, dans le fond, au sein de la communauté africaine-américaine? Globalement, oui. Alors, il n'y aura jamais une unanimité totale, c'est-à-dire qu'il y a toujours des individus, des Africains-Américains qui s'inscrivent pas dans ce mouvement-là, qui en arrivent même à nier l'existence de discrimination. Bon, et Donald Trump a réussi à s'entourer d'un certain nombre
de leaders communautaires noirs, un certain nombre de pasteurs notamment. Voilà, il y a quelques Africains-Américains dans son administration, pardon. Mais globalement, si on s'en réfère au sondage, et là il y a un sondage qui est sorti très récemment, qui a été fait au début du mois de juin par le Pew Research Center, qui montre que 86% des Africains-Américains soutiennent le mouvement Black Lives Matter. Donc ça a probablement, les chiffres ont probablement légèrement augmenté à cause des événements récents, mais globalement, depuis 2013, depuis la création du mouvement, il y a quand même un soutien extrêmement massif de la part de l'ensemble de la population africaine-américaine. On pourrait peut-être faire des distinctions, notamment en termes d'âge, de catégorie d'âge. Peut-être que les plus anciens, quand ils voient notamment les méthodes mises en œuvre par Black Lives Matter, qui sont absolument pas violentes pour le coup, mais qui sont des revendications que certains anciens pourraient considérer comme agressives. Ou, voilà, là, il peut y avoir certaines dissensions, mais globalement, c'est soutenu par la très grande majorité de la population africaine-américaine. Et si on compare avec les autres grandes catégories ethno-raciales qui ont été également testées qui ont été sondées dans le cadre de ce sondage, 77% des Latinos soutenaient également le mouvement Black Lives Matter, 75% des Asiatiques et 61% des Blancs. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il semble y avoir une légère prise de conscience chez un certain nombre de Blancs. Alors encore une fois, les Blancs, c'est pas une communauté homogène non plus. On en voit de plus en plus dans les manifestations contre les violences policières et contre le racisme. Mais là, les Blancs interrogés soutenaient majoritairement le mouvement. On pourrait peut-être apporter une petite nuance, c'est que parmi les Blancs interrogés dans ce sondage spécifique, il y en avait 31% seulement qui soutenaient fortement Black Lives Matter, contre 71% des Noirs qui soutenaient fortement Black Lives Matter. Donc, voilà, il semble que les lignes commencent un petit peu à bouger, mais en tout cas au sein de la communauté africaine-américaine, l'ensemble des Noirs du pays a parfaitement conscience de la persistance du racisme, de la réalité du racisme, et que donc il faut que les choses changent. Après, les dissensions peuvent peut-être, et comme toujours dans l'histoire du mouvement noir aux États-Unis, peuvent intervenir au niveau des modalités d'action. Est-ce qu'on est pour des modalités d'action plus radicales ou pour de la manifestation non violente? Voilà. Donc, ça a été également un point de dissension dans les années 60 lors du mouvement pour les droits civiques, et ça continue probablement d'être le cas aujourd'hui, mais sur le mouvement Black Lives Matter, il semble y avoir un certain consensus. Ouais. Parfait. La dernière question, peut-être ou avant-dernière, la bataille sur la question raciale se jouera-t-elle dans les urnes? Les élections américaines s'approchent. Quel impact de cette question-là sur la prochaine élection présidentielle aux États-Unis? Ouais, alors ça c'est très difficile à prédire. C'est une question importante, mais je pense que ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation actuelle, les violences raciales, racistes, toutes les inégalités raciales qu'on continue d'observer aujourd'hui, s'inscrivent dans une histoire longue de 4 siècles. Donc, voilà, c'est la conséquence de 4 siècles d'oppression, de discrimination raciale sur ce territoire spécifique. Et quand sur le long terme, on se rend compte que en fait, la fin de la ségrégation raciale légale, elle date seulement des années 1960, alors que les premiers esclaves sont arrivés sur le territoire américain quand ce territoire, l'est du territoire américain, du continent américain, n'était encore que des colonies britanniques, sont arrivés au début du XVIIe siècle. Donc, du XVIIe siècle jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1865 et jusqu'à la fin de la ségrégation légale
en 1965, voilà, c'est une durée énorme par rapport à ce qu'on a vécu depuis 1965. Donc, ça ne se change pas en quelques années, ça va prendre des décennies, et il va y avoir un gros travail à faire, à la fois au niveau des mentalités, au niveau des représentations, en particulier chez les Blancs, mais aussi au niveau des structures, au niveau du fonctionnement institutionnel de la société. Et là, les deux doivent aller de pair. Donc je pense qu'il faut associer différents types de stratégies pour parvenir à un changement qui sera véritablement effectif. Et c'est pas parce qu'on élira, par exemple, un président noir comme on l'a fait avec Obama, que ça change les choses. Donc Obama a été président de 2008 à 2016. Il a nommé Eric Holder comme procureur général des États-Unis, qui était un Africain-américain. On a vu à Baltimore, lors de l'affaire Freddie Gray, je ne sais pas si tu te souviens, en 2015, c'était un jeune Africain-américain qui avait été arrêté par la police, embarqué dans un fourgon de police, et qui était sorti de ce fourgon de police avec les cervicales arrachées, qui était décédé quelques jours après. Les policiers avaient prétendu qu'il s'était jeté lui-même contre les parois du fourgon, la tête la première, etc. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'à Baltimore, où ça s'est produit, la majorité du conseil municipal est composée d'Africains-Américains. Donc c'est pas parce qu'on change des têtes et qu'on met plus d'Africains-Américains à des positions de pouvoir que ça change nécessairement le fonctionnement institutionnel de la société. Et donc, voilà, dans ce contexte global, là, le vote joue un rôle important dans les politiques qui sont mises en place. Mais je dirais que ça joue un rôle important, surtout à l'échelle locale, et peut-être un peu moins à l'échelon national. Mais en tout cas, il faut surtout, je pense, une pression constante de la société civile pour changer le fonctionnement des institutions et faire pression sur les élus. Les élus, ce qu'ils redoutent le plus, que ce soit les membres du conseil municipal, que ce soit le chef de la police, pour le coup qui n'est pas élu, mais que ce soit les procureurs ou les juges, qui sont des éléments, des maillons clés dans la perpétuation d'un système raciste aux États-Unis. Ces élus-là, ce qu'ils redoutent le plus, c'est de perdre leur poste. Donc il faut, je pense, une pression constante de la société civile pour leur dire, OK, si vous ne changez pas votre façon de faire, alors on en tirera les conséquences, nous, en tant que communauté, en tant que militants, en tant que société civile, et on fera les choix politiques qui s'imposent. Et un dernier point, au-delà de la question du vote, qui est importante, mais qui est un élément parmi d'autres d'une stratégie globale, je pense qu'il est extrêmement important de maintenir le lien étroit qui s'est créé au fil des années, et encore plus depuis l'émergence du mouvement Black Lives Matter, entre les militants antiracistes et les militants, les mouvements sociaux en général, et un nombre croissant de chercheurs qui s'intéressent de plus en plus à ces questions-là. Parce que je pense vraiment que la pratique militante doit se nourrir de la recherche, et vice-versa. Nous, chercheurs, on doit être au plus près de ce que font des actions et des réflexions que mènent les militants, et on doit être dans un échange comme ça qui s'est avéré plutôt fructueux depuis le début des années 2010, et voilà, maintenir ce dialogue entre chercheurs et militants pour pouvoir continuer à faire avancer les choses. Donc ta question, est-ce que la question raciale se jouera dans les urnes? Il est nécessaire qu'il y ait un changement dans les urnes, mais ce changement dans les urnes ne sera pas suffisant pour transformer la société américaine dans son ensemble et le rapport qu'a la société américaine à la question raciale. Et juste pour conclure, là où le mouvement Black Lives Matter et l'émergence de ces nouveaux militants, de ces jeunes militants en particulier noirs et latinos et asiatiques également, dans une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements féministes qui se sont greffés à tout ça, le mouvement LGBT qui s'est greffé également à tout ça, les mouvements sociaux avec des syndicats donc ça forme un ensemble extrêmement intéressant qui commence à tisser. Et un des éléments importants, une des réussites de ce mouvement-là, de Black Lives Matter en particulier, ça a été d'imposer de nouveaux termes
et de rendre plus intelligible, plus compréhensible et surtout plus visible des concepts qui auparavant étaient euh, essentiellement mobilisés par des chercheurs dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler. Le concept de racisme structurel, le concept de white privilege, ce genre de choses qui ont été, et notamment grâce au développement des réseaux sociaux et à la présence massive des militants sur les réseaux sociaux, qui sont devenus de plus en plus, qui ont été vulgarisés de plus en plus, qui ont permis à des gens qui n'en avaient jamais entendu parler, notamment des Blancs, de prendre conscience d'une réalité qu'ils ne connaissaient pour beaucoup pas. Et voilà, donc voilà, c'est un ensemble de stratégies qui ne concernent pas uniquement la politique électorale, mais la politique électorale fait partie de cet ensemble de stratégies-là. Parfait, super, merci beaucoup à Johan. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose pour conclure? Est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses pour conclure ou est-ce que ça fait le tour? Ouais, non, je pense qu'on a fait le tour. Oui, pas grand-chose d'autre à rajouter. Il y aura toujours énormément de choses à dire. Mais bon, sur ce qui nous concerne aujourd'hui, voilà, je pense les questions ont balayé suffisamment large. Ouais. Parfait, c'est super. Ben, écoute, merci beaucoup. C'est super intéressant. Moi, je vais juste arrêter le